Le feu crépite dans le foyer au centre du sanctuaire abandonné. Nettoyé pendant l'après-midi, vous avez sorti le bois que vous aviez amené en prévision de ce moment. Une bouilloire en fonte trône fièrement par-dessus. L'un d'entre vous sort une théière et ses tasses et commence le rituel de préparation du thé. Oh, bien sûr, pas la cérémonie compliquée, avec tous ses accessoires et ses étapes codifiées. Non, ici, c'est juste du thé en poudre, qu'il mélangera avec l'eau chaude. Mais c'est une boisson qui apaise et qui vous aide à profiter du moment. Dehors, le vent joue dans les feuilles des arbres et un peu plus loin, les bambous s'entrechoquent, faisant leur son si particulier. Il reste encore 99 bougies à souffler, mais vous avez le temps. La nuit est encore jeune, et vous vous perdez dans la contemplation des jeux de lumière sur les shoji abîmés. Assis en demi-cercle, vous êtes tranquille. Certes, la première histoire faisait peur, mais après tout, vous êtes là pour ça, non? Et puis, l'un d'entre vous se lève. L'un des deux hommes de votre groupe. Vêtu d'un yukata bleu clair au carpe-cueil qui semble prêt à bondir hors du vêtement, un masque de kitsune blanc vissé sur la tête. Il le relève, révélant un visage étroit aux yeux étirés, pommettes hautes et lèvres minces. Il frappe 2 fois dans ses mains, s'incline, puis s'assied sur les genoux. Après avoir regardé chacun d'entre vous droit dans les yeux, un petit sourire sur les lèvres, il prononce la formule que vous connaissez bien. Mukashi mukashi, hyaki yakko. Tsumagoi, dans la préfecture Gunma, près de Nagano. C'était il y a bien longtemps, dans un petit village au pied des montagnes. La neige tombait à gros flocons, masquant le ciel et ses étoiles. Le vent soufflait fort, secouait les murs en bois de l'habitation et tassait la neige en congère contre le mur. Dans la cabane, des lanternes éclairaient la pièce faiblement. Des braises rougeoyaient dans le fourneau central, creusé à même le sol. Au-dessus, une casserole en fonte chauffait tranquillement. La femme, accroupie par terre, gémissait doucement. La sueur perlait sur son front. Elle serrait entre ses mains le tissu de son vêtement. Appuyée contre son mari, elle laissait les vagues de douleur la traverser, mordant parfois ses lèvres pour ne pas crier. Son mari, à côté d'elle, trempait un linge dans un bol d'eau et lui épongeait tendrement le front, repoussait une mèche de cheveux corbeaux derrière son oreille et l'encourageait à voix basse. Ça va aller. Tu peux y arriver. Je suis à tes côtés. Ça va aller. Dehors, c'était le blizzard, mais à l'intérieur, régnait la chaleur, l'amour et la douceur. Une petite bulle de bonheur qui les séparait de la morsure du froid et de l'obscurité. Un coup de vent plus fort que les autres fait claquer la porte de la cabane. La neige entre à gros flocons, accompagnée par le froid. Dehors, les démons de la nuit sifflent sans fin. L'homme se redresse pour aller fermer, la femme crie. Quelque chose de sombre, d'humide et de chaud s'écoule d'entre ses cuisses. Il ne prend pas le temps de fermer la porte et se précipite vers sa femme. Elle a le visage crispé, de grandes cernes noires sous les yeux. Elle écarte les jambes. Une petite main, suivie d'un bras et d'une épaule, trouve le chemin vers la sortie. Elle pousse, hurle, tente de reprendre sa respiration. Le bébé est coincé. Lui, elle regarde impuissant, il ne sait pas quoi faire. La porte est toujours ouverte et la neige tombe sans relâche à l'intérieur. La limite où les flocons accrochent au bois du plancher se rapproche d'eux. La température dans la cabane descend encore plus. Une bourrasque plus froide et violente que les autres les entoure. Au travers des flocons, debout devant eux, une femme à la peau blanche, diaphane, aux cheveux noirs d'ébène et aux lèvres bleues les regarde. Vêtue d'un kimono blanc de la soie la plus fine, elle n'est pas de ce monde. Le temps se fige. La créature surnaturelle s'approche de la femme en travail, s'accroupit devant elle. Entre ses jambes, une mare de sang, et le petit bras qui bleuit. Et les cernes de la mer de plus en plus sombres, ses yeux de plus en plus voilés, la respiration de plus en plus difficile. Leurs yeux se croisent, dans le regard de la mer, toute la supplication du monde, dans celui de la créature de l'hiver, tout l'amour du monde. Les mains de glace s'approchent de la femme. L'une saisit délicatement le bras de l'enfant,
L'autre pose un index sur les lèvres de la mère, qui ferme les yeux. Sa respiration se fait plus lente, plus profonde. La Yuki-onna reporte son attention sur l'enfant pas encore né. Délicatement, elle glisse les mains entre les cuisses de la femme et en sort l'enfant. Sa peau légèrement bleutée et froide, les yeux fermés, la poitrine immobile. Quelques cheveux noirs et fins recouvrent son crâne. Le yokai regarde l'enfant, toute petite, approche sa tête de ses lèvres et l'embrasse. Quand elle se redresse, sa respiration laisse une traînée de brouillard et de givre entre elle et l'enfant. Quelques secondes passent encore et une longue inspiration sort des lèvres de la petite fille, qui ouvre les yeux. À l'un doré, l'autre argenté. Sa peau bleutée prend une teinte blanche, presque diaphane. Elle pleure. Lentement et comme après un long rêve, sa mère ouvre les yeux. Les larmes coulent sur ses joues. Elle prend la petite que lui tend la Yuki-onna. Elle s'appelle Kyoko. La femme des neiges disparaît lentement, tandis que dehors, neige et vent se calment. Les étoiles brillent dans le ciel. Le couple enlace le petit miracle qu'ils tiennent entre les bras. Le temps passe, les semaines, les mois. Kyoko grandit. De bébé tout le temps dans les bras de sa mère, elle passe à Bambin qui apprend à marcher. Et dans les cheveux de Jacques qui poussent, trouve quelques cheveux plus clairs, blancs comme la neige. Au début, ses yeux verrons et son teint diaphane font peur au village. On murmure sur son passage, les autres enfants l'évitent. Puis, comme il ne se passe rien et que Kyoko est une enfant sage et rigolote, tout doucement, la peur de ses yeux dorés et argentés s'efface et les enfants la convient à leur jeu. En été, elle attrape avec eux en riant des insectes et en hiver, ils font des batailles de boules de neige. Et chaque année, au plus fort des tempêtes de l'hiver, alors que chaque famille se calfeutre chez elle, en empêchant le vent de rentrer à l'intérieur et en fermant tous les volets, Kyoko et ses parents, eux, sortent sur le pas de la porte de la petite cabane. Ils lâchent une unique lanterne fabriquée avec tendresse dans les vents froids et les flocons. Depuis toute petite, Kyoko a appris à taper dans ses mains et à les joindre. Elle récite sa prière les yeux fermés. Puis, les ouvre en les plissant très fort pour regarder la lanterne disparaître dans les tourbillons neigeux. Si au début elle rigolait et tentait d'attraper les flocons, avec le passage des années, elle a respecté le rituel de plus en plus sérieusement. L'enfant miraculé grandit, comme tous les enfants, se fait des amis et mène une vie normale. Cependant, à chaque lancer de lanterne, sa mèche de cheveux blancs s'agrandit. Le temps passe. Kyoko est maintenant une adulte à la moitié de la chevelure blanche. Elle s'est trouvée un ami, un amant, et ils attendent désormais leur premier enfant. Ses parents sont passés dans l'autre monde, mais elle est heureuse, elle va bientôt avoir sa propre famille à chérir. Son ventre se tend, s'arrondit, et au plus chaud de l'été, une petite fille naît en pleine santé. Une enfant aux yeux bruns et à la chevelure noire. Le rituel des lanternes continue, mais parfois, dans les rafales du vent, Kyoko a l'impression d'entendre son nom, comme un appel. Et plus sa chevelure blanchit, plus cet appel se fait pressant. Si au début elle ne l'entendait que pendant les lâchers de lanterne, maintenant elle le perçoit dans le murmure du vent. Elle le ressent dans les flocons de neige qui tombent ou dans le brouillard de l'été. Yuki, sa fille, grandit. Et plus elle grandit, plus la chevelure de Kyoko blanchit. Le temps passe. Yuki est maintenant une jeune fille, qui chaque année, au plus fort des tempêtes d'hiver, avec ses parents, envoie une unique lanterne vers les cieux, en tapant dans ses mains et en s'inclinant. Les cheveux de Kyoko sont maintenant totalement blancs, et le murmure de son nom dans le vent, la neige et la brume se fait constant, pressant. Il est temps.
Ce soir-là, il fait beau et chaud. C'est l'été et une centaine de lanternes flottent calmement sur la rivière, emportées par le courant nonchalant. Kyoko, Yuki, sa fille et son mari attendent sur le pas de leur maison. En contrebas, les reflets de l'eau jouent avec ceux de la lumière des lanternes, et le ciel est piqueté de milliers d'étoiles. Kyoko, à la chevelure blanche et aux yeux verrons, serre très fort contre elle Yuki, embrasse une dernière fois son mari. Dans cette nuit d'été à la moiteur étouffante, le froid arrive, se fait mordant. Une pellicule de gel se forme au sol. Des flocons commencent à tomber, d'abord lentement, puis de plus en plus drus. Une bourrasque se fait plus forte, et la Yuki-onna apparaît dans un tourbillon de neige. Elle tend la main vers Kyoko. Watashi no musume, ma fille. Une larme coule sur sa joue. Kyoko embrasse une dernière fois son enfant, prend la main de la Yuki-onna et disparaît dans la nuit avec elle. Toutes deux semblent flotter sur le sol, avant de n'être plus que des fantômes. La neige cesse de tomber. La température remonte et le gel disparaît. Une unique lanterne s'envole rejoindre les cieux. Les yeux remplis de larmes, la jeune fille la regarde disparaître, elle aussi. Depuis, chaque année, Yuki allume 2 lanternes. L'une lors des plus fortes tempêtes d'hiver, en récitant sa litanie. 生きさせていただいてありがとうございます。 L'autre en plein cœur de l'été, pendant le festival d'Obon, dédié aux morts. Le silence retombe dans le temple. Un sourire aux lèvres après avoir regardé chacun d'entre vous. Le compteur se lève lentement, se dirige vers une autre bougie, se penche dessus et la souffle. Dans la pièce, la température semble avoir un peu baissé.